Il est 16h09 au 14, bienvenue les gars. Ah purée, je suis grave de bonne humeur aujourd'hui. Purée, ça fait trop du bien. J'ai enfin bien dormi. Ça fait 10 jours que je dormais super mal si vous voulez vraiment tout savoir. J'ai l'impression que je parle à mon psy là. Mais je pense avoir découvert une recette miracle, c'est-à-dire lire avant de dormir. Oui, c'est peut-être un peu cliché, mais je me suis remis à lire Harry Potter. J'ai vraiment l'impression d'être 10 ans en arrière. Et je bois du thé. Voilà, j'ai bu du thé hier soir. Je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. Bref, l'intro est un peu chaotique. Mais bon, j'enregistre ce podcast alors normalement 9 jours avant que vous l'écoutiez. Aujourd'hui, j'enregistre un petit peu en avance tout simplement parce que là, on est le 26 septembre, donc le podcast sortira jeudi d'après. Et le week-end qui arrive, donc du 28 au 30 septembre, je fais mon week-end d'intégration avec mon asso. Donc comment vous dire que je pense que je ne serai pas disposé physiquement et mentalement à enregistrer un podcast et à la concentration. Je pense que là, la clarté de mon propos, après le way, comment dire, je ne garantis rien. Donc on va éviter que ce soit trop chaotique. Mais donc aujourd'hui, j'aborde dans ce 5e podcast un sujet dont je suis extrêmement content de parler. C'est vraiment un des sujets, lorsque j'ai commencé à faire les recherches du podcast, dont je voulais le plus parler parce que je le trouve hyper important et c'était un des sujets un peu centraux. Donc je vous avoue, hier, je regardais dans mon carnet justement tous les sujets que j'avais marqués et là je me suis dit que le sujet des rôles modèles était impératif et allait super bien justement avec la période qui s'écoule en ce moment, parce que je sais pas si vous avez Netflix ou pas, mais la saison numéro 4, et d'ailleurs dernière saison, de Sex Education est sortie sur Netflix. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré, qu'il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat, j'en parle vraiment gratuitement, là je suis totalement bénévole. Après Netflix, si vous voulez qu'on fasse une OP ensemble, il n'y a aucun problème, mes DM et ma boîte mail est ouverte. Et donc du coup, la 4e saison de Sex Education est sortie, et c'est vrai que cette série, mine de rien, a changé énormément de choses. Je sais pas si on peut dire qu'elle a révolutionné les séries, qu'elle a révolutionné le cinéma, mais cette série, qu'on en parle, que ce soit dans les médias ou que ce soit nous, entre nous, je pense les jeunes ou même les adultes, enfin les personnes qui en parlent, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que cette série aborde des sujets tellement diversifiés, qui soient liés à l'ethnie, qui soient liés à l'identité de genre, qui soient liés à la sexualité, ou qui soient même liés à la féminité, la masculinité. Ça a abordé des sujets notamment comme les violences sexuelles et sexistes. Enfin, il y a tellement de sujets qui sont abordés. C'est abordé en plus avec un côté extrêmement pop. Je trouve que l'esthétique de cette série est vraiment géniale et elle permet, je trouve, de déjà déconstruire certains clichés et en plus de lever certains tabous. Et justement, ces tabous et ces sujets passent par les personnages. Chaque personnage en fait incarne quand même un peu une problématique, notamment je vais pas spoiler, mais le personnage de Amy qui raconte un peu comment se reconstruire justement après des violences sexuelles et sexistes. Le personnage de Maeve qui est très féministe. Enfin, il y a tellement de thématiques qui sont abordées et justement, je fais cette accroche pour présenter la thématique des rôles modèles parce que je trouve que cette série est vraiment vectrice de cela. Dans le sens où, même si c'est une série qui évidemment c'est romancé, ça reste une fiction, il faut évidemment que ce soit romancé pour attirer le spectateur et justement le garder en haleine. Mais je trouve que cette série a magnifiquement bien réussi son pari de permettre à tout un tas de jeunes de s'identifier à énormément de personnages en fonction de leurs caractéristiques, de leurs composantes et en plus d'aborder les choses en fait vraiment avec un naturel déconcertant. Alors on en fait des sujets importants, mais en même temps, chaque personnage n'est pas seulement incarné par la thématique qu'il peut vivre justement. Donc c'est une façon assez subtile d'incarner les choses et c'est pour ça que je trouve que cette série est vraiment vraiment incroyable. Mais bon, le podcast évidemment n'est pas qu'une auto-promo bénévole, je le rappelle, pour Sex Education. Aujourd'hui, on va parler des rôles modèles. Parce que les rôles modèles, c'est un sujet vraiment auquel je m'intéresse depuis peu de temps. Enfin, du moins que j'ai pris conscience de l'importance d'avoir des rôles modèles et l'importance que ça peut avoir pour chaque individu, en fait, chaque enfant, chaque adolescent et même en fait chaque adulte en pleine construction. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on commence notre philosophie de comptoir habituelle. Déjà, qu'est-ce qu'un rôle modèle ? Alors, évidemment, on garde les petits réflexes d'universitaire. Je fais une petite recherche Google et selon le sociologue Robert King Merton, oui, j'ai pris un accent british, je vis pour les satellites, mais bon, autre sujet, un rôle modèle désigne justement un modèle sur lequel se projeter et se calquer, que sa trajectoire fasse écho à notre milieu professionnel et social, notre expérience de vie ou notre engagement politique. 3 petits points. Donc évidemment, il y a d'autres composantes, mais la définition qui est retenue, c'est celle-là. Alors déjà, je trouve que cette définition est bien, parce qu'elle montre la notion vraiment de se projeter, de se calquer, la notion de trajectoire aussi, et quelque chose qui m'a halluciné, mais ça vraiment halluciné, c'est lorsque j'ai fait des recherches pour ce podcast, c'est tous les articles
qui traitent de rôle modèle sont essentiellement consacrés à des motifs économiques. Par exemple, le rôle modèle en entreprise, la place des femmes en tant que rôle modèle au sein de l'entreprise. Et ça m'a halluciné de voir que, comme si la perception qui était faite et la façon dont on traitait déjà médiatiquement et dont on abordait le thème des rôles modèles, c'était à partir d'un point de vue économique et d'un point de vue monde du travail. Enfin, c'est un point qu'il faut aborder évidemment, mais putain, si c'était que ça, mais ce serait un peu triste quoi. Et donc maintenant que les présentations sont faites, bon les gars, on va commencer le podcast. Justement, les rôles modèles, pourquoi leur importance, qu'est-ce que ça peut inspirer, quelle place ça occupe. J'ai un peu scindé le podcast en plusieurs parties, donc comme d'hab, dissertation, grand 1, grand 2, grand B, grand 3, grand 5, grand 42. Vous commencez à connaître la chanson. Et c'est vrai que le sujet des rôles modèles, mine de rien, instinctivement, moi ce que ça m'inspire, c'est vraiment des rôles qui sont des modèles. Merci Xavier, mais vraiment ces figures, aussi diverses soient-ils, qui servent à notre construction, qui servent vraiment à nous permettre de nous trouver, qui évidemment on se construit pas tout seul, on se construit grâce à l'éducation que peuvent nous donner nos proches, à nos expériences, mais moi à chaque fois que je pensais modèle, je pensais un peu l'image des parents. Parce que je me rappelle un peu ces discussions à l'école primaire, au collège, lycée, même les discussions, tu sais, dans les repas de famille où t'entends des adultes parler, où il y a souvent cette phrase de « Ah oui, on va prendre le nom de Sophia. Sophia, elle est fan de son papa, elle est fan de sa maman c'est son modèle, ou elle est émerveillée par son papa ou sa maman. » Et j'ai l'impression que c'est limite intemporel d'à quel point, instinctivement, on projette en fait sur leurs enfants qui vont avoir comme modèle leurs parents. Et même nous, quand on se construit, j'ai l'impression que instinctivement, la figure que tu vas prendre en premier, le modèle, ce vers quoi tu vas te projeter, oui, un peu ce modèle, c'est tes parents justement. Alors évidemment, là je parle d'un cadre, moi du cadre que je connais, d'avoir 2 parents. Il y a évidemment des familles monoparentales, des enfants qui grandissent sans parents. Mais justement, ça permet de voir aussi que les parents sont pas les seules figures et que chaque figure que tu vas rencontrer peut être un modèle justement qui va te suivre toute ta vie. Mais voilà, moi ce que ça m'a vraiment inspiré au départ, c'était la construction du rôle modèle. Comment tu te construis en tant que personne? Quel est le rôle modèle auquel spontanément on pense? Évidemment, ce sont nos parents. Du moins, on va dire, pour englober tout un tas de personnes, les personnes qui vont nous élever, les personnes qui vont contribuer à notre éducation. Mais c'est vrai que durant l'enfance, on a tendance à prendre les mimiques de nos parents, leurs expressions, même leurs convictions. On voit beaucoup de personnes qui, en grandissant des ados, qui ont les mêmes convictions, même politiques que leurs parents, qui, en grandissant, en devenant adultes, soit vont dans la continuité de leurs parents, ou alors justement sortent de ce schéma et commencent à se constituer une conscience politique qui va être diversifiée de celle de leurs parents, justement. Donc la notion de rôle modèle est quand même vachement amenée à évoluer, parce que quand t'es enfant-ado, tout ça change un peu du tout au tout. Peut-être que je dis pas que ce que je dis est vrai, que je le rappelle à chaque fois, je suis ni psychologue ni psychiatre, j'ai encore moins un doctorat en sociologie, mais ce que ça m'inspire en vraiment premier abord, c'est que peut-être quand t'es enfant, les figures proches, les figures familiales, vraiment ton entourage proche, constituent tes rôles modèles. Et c'est justement quand tu deviens ado et adulte que là tu vas chercher des rôles modèles dans d'autres personnes et que d'autres personnes justement vont faire que tu vas plus facilement t'identifier ou que tu vas avoir un peu comme des capes et ces symboles, ces entités que tu vas limite mythifier et qui vont justement constituer tes rôles modèles à toi. Il y a énormément aujourd'hui de figures, qu'elles soient historiques, politiques, des chanteurs, des chanteuses, qui sont devenus des rôles modèles et des icônes purement par leur action. Si on peut donner justement quelques exemples, c'est génial de voir que, par exemple, Martin Luther King, pour son combat pour la liberté, son combat pour que les Afro-Américains aux États-Unis et plus spécifiquement dans le monde aient des droits, soient reconnus et puissent vivre comme n'importe quel citoyen. Des sportifs, je pense par exemple à Théo Curin, ce nageur paralympique qui a été amputé de ses 4 membres, qui a notamment, je crois, été 4e aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui a aussi fait une traversée à nage à la Manche. Et ce mec est un exemple même de rôle modèle qu'il incarne déjà pour tous ces jeunes qui veulent être sportifs. C'est vrai que les figures du sport sont quand même extrêmement parlantes en tant que rôle modèle. Et même, ce mec a quand même eu, je crois, une septicémie, je suis pas sûr, qu'il ait été amputé. Et de voir cette réussite et de voir son combat, ce qu'il incarne et de voir cette figure, ça peut justement être un rôle modèle pour tout un tas de personnes. Surtout qu'il est très jeune.
il me semble qu'il a presque mon âge, enfin je crois qu'il a 2 ans de plus que moi, de voir qu'à 23 ans justement, quelqu'un peut accomplir tant de choses et s'en sortir malgré les épreuves, ça pour moi par exemple ça constitue un rôle modèle. Les rôles modèles on peut en trouver énormément et parfois même des rôles modèles sur des choses assez anodines, faut pas faire de hiérarchie des rôles modèles évidemment, chacun voit dans un rôle modèle ce qu'il y projette et le plus important c'est ce que ça stimule je pense en soi et chaque combat justement peut permettre à une personne de la motiver, peut lui permettre aussi de s'identifier, elle une problématique qu'elle peut vivre ou justement permettre de se reconnaître quand tu as la pression de justement de ne pas être représenté. Et c'est vrai que personnellement, ce qui me concerne, j'ai pris, comme je vous disais, conscience de l'importance des rôles modèles que assez tardivement. Je pense que dans mon adolescence et peut-être dans ma vie adulte, enfin le début de ma vie adulte du moins, j'ai peut-être manqué de rôle modèle dans la représentation qui pouvait être faite de ce que j'étais. Je m'explique par là. Je suis conscient évidemment que je ne fais pas partie d'une minorité, dans le sens où je reste un homme blanc français, enfin c'est-à-dire je suis né en France, tout ça, donc je ne fais ni partie d'une minorité, enfin je ne suis pas une femme, donc évidemment que les hommes, on ne fait pas du tout face à des inégalités comme le peuvent faire face les femmes. Je ne suis pas racisé, donc je ne suis pas victime de racisme. Donc c'est pour ça que je précise que je suis un homme blanc et je fais pas partie d'une minorité religieuse qui peut justement faire face à l'islamophobie, de l'antisémitisme. Je reste quand même une personne qui ne fait pas partie d'une minorité, donc c'est vrai que la représentation de l'homme blanc dans notre société, qu'elle soit véhiculée par les médias ou même l'image qu'on a en société, je vais pas me plaindre de ça évidemment. Et ce que je dis aussi, c'est je pense pas avoir grandi sans repères non plus. Mes repères familiaux, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a entouré, une famille aimante et même des amis aussi. Enfin, je pense pas avoir grandi sans repères là-dessus, j'ai jamais été livré à moi-même. Mais s'il y a bien, je pense, un sujet sur lequel j'ai manqué de rôle modèle et en fait j'en ai réellement souffert, moi c'est vis-à-vis de la représentation de l'homosexualité. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi c'est assez récent tout ça, le fait que je me sois ouvert et le fait que j'assume et que je n'ai plus de problème justement avec ça, que je ne sois plus dans le déni, c'est assez récent pour moi. Tout ça, on va fêter que mes 1 an et demi de coming out, donc ça reste quand même relativement récent. Mais donc du coup, cette absence de représentation et cette absence peut-être de rôle modèle que j'ai pu avoir, qui aurait pu, je pense, m'aider et aider beaucoup de jeunes à s'assumer plus tôt, je vais un peu le découper en 2 temps. Parce que déjà, si on s'intéresse à la représentation de l'homosexualité, ce que j'ai toujours ressenti, c'est que c'était compliqué d'avoir des figures homosexuelles. La représentation de l'homosexualité, c'était compliqué d'en faire un rôle modèle tout simplement parce que la représentation qui était faite, que ce soit socialement ou par les médias, était pas forcément extrêmement bonne. Parce qu'en fait, ce qui était, je trouve, souvent promu, et lorsqu'on en fait référence à l'homosexualité, en fait, on faisait référence à des figures dites, je mets des guillemets, stéréotypées. Donc, parfois à des hommes qu'on va dire comme efféminés, même si bon, ça veut un peu tout et rien dire ce terme, assez maniérés. Et encore une fois, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de personnes homosexuelles qui sont comme ça. Il y a des gens comme ça, mais comme peu importe l'orientation sexuelle. Ce que je veux dire, c'est même pas pour dire qu'être comme ça ne fait pas de toi un homme, absolument pas. Mais globalement, la représentation qu'on en avait, c'était ça. Que ce soit par les médias ou même socialement, la représentation globale qu'on se faisait de l'homosexualité, c'était ça. Et à la limite, si cette représentation, c'est ce qu'on en faisait, je trouverais ça dommage parce que c'est pas diversifié, mais soit. Mais le plus important et le plus, je trouve, délétère, c'est qu'en fait, cette représentation, on nous l'a montré comme négatif. Combien de fois on a tous entendu les maniéristes qu'on porte comme une fille, enfin, tous ces trucs qu'on a pu toutes et tous entendre, où tu te dis, mais en fait, t'intériorises le fait que d'être potentiellement maniéré, efféminé, et je mets des guillemets là-dessus, vraiment parce que ça me saoule un peu, comme si c'était quelque chose qui était pas bien. Et justement, la représentation qui était longtemps faite, je trouve, de l'homosexualité, notamment avec des films comme La Cage aux folles, même dans les séries ou quoi, c'était ça. Et en fait, on en tourne limite ces figures-là comme ridicules, et on les fait passer justement comme des figures, qu'on tourne en ridicule comme des animaux de cirque, justement. Et moi, je sais que tout ça dans ma construction, justement, était importante, et je parle justement, c'est pour ça que je fais un parallèle avec l'absence de rôle modèle, parce que pour moi, ça a été très compliqué de me construire en étant ado et adulte. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'identifier à la représentation qu'on avait de l'homosexualité, parce que, comme si ça n'avait pas lieu d'être, comme si s'identifier à ça, mais ce n'était pas possible, et ça te dévalorisait une personne, et c'est horrible d'intérioriser ça, et de se construire comme ça. Et donc pour passer au deuxième temps justement, j'ai pris conscience de l'importance des rôles modèles parce que j'ai enfin eu peut-être l'impression et la sensation d'en avoir. Je pense que ça a été occasionné par 2 choses. Déjà, moi, le fait que je m'assume, évidemment, et que je renonce au déni, m'a permis de m'ouvrir et m'a permis de m'autoriser à voir ces rôles modèles-là aussi et de prendre ces figures justement. Et les rôles modèles, je pense qu'on a vu vraiment ça ces derniers mois et ces dernières années avec l'importance des séries. C'est pour ça que je parlais de Sex Education tout à l'heure. Mais par exemple, avec des séries comme
Heartstopper, avec Young Royals, oui, avec le film, là, je sais plus comment il s'appelle, sur Amazon Prime qui est sorti dernièrement. Vous savez, enfin, vous l'avez peut-être vu passer, c'est en gros le fils de la présidente des États-Unis qui sort avec un membre de la famille royale. Tout ça pour dire que ces séries ont énormément contribué à la représentation à des figures de la communauté LGBT. Et moi j'avoue que ces figures m'ont fait énormément, mais ils m'ont fait énormément de bien. Et je parle vraiment de ces 3 séries-là, surtout Heartstopper et Young Royals, un peu aussi Sex Education, faut pas mentir. Parce que déjà, moi ça m'a permis de m'identifier à des personnes, et alors non pas d'avoir l'impression de voir des personnes comme moi, mais des personnes qui passaient par les mêmes questionnements que moi, les mêmes thématiques, et aussi des personnes qui s'autorisaient à aimer, de voir que l'amour était possible, que c'était normal. Et je sais que tout ça, moi, m'a vraiment permis de plus en plus à m'accepter, à l'accepter, et m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Et je trouve ça génial de voir à travers justement la représentation qui est faite de personnes LGBT par le biais du couple, par le biais de l'amour. C'est génial et c'est super pour un ensemble de personnes, que ce soit des enfants, ça permet de sensibiliser les enfants aussi, pour des adolescents ou même des adultes, se sentir représentés quand tu as l'impression d'être un peu de faire face à une impasse, et avoir justement l'impression qu'on normalise ce que tu es, qu'on en fait, je vais pas dire un non-sujet, mais qu'on en fait quelque chose de normal, d'accepté et d'acceptable. Mais c'est génial. C'est vraiment génial, et je pense au plus se multiplient ces figures-là, au plus se multiplient ces rôles modèles, ça permet d'avancer sur énormément de choses, sur vraiment énormément de choses. Parce qu'il y a souvent un peu, parfois c'est des propos de boomers, enfin des propos de personnes je trouve un peu fermées d'esprit qui disent « Ouais mais pourquoi il y a des quotas, pourquoi ils sont autant représentés, enfin pourquoi limite on en fait des personnages spéciaux qui sont essentiellement caractérisés par ça ?» Justement, moi mon avis là-dessus, c'est que on va pas avancer en faisant rien, on va pas avancer justement en continuant parfois cette représentation qui n'existe pas. Et le fait de parfois mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'imposer d'une certaine façon ces figures, enfin de faire qu'elles soient de plus en plus présentes, va petit à petit contribuer à les normaliser. Peut-être qu'au début ça choque et au début ça offusque certaines personnes, mais peut-être que c'est un pas justement vers la normalisation. Et pour faire un parallèle avec la communauté LGBT, vous avez sûrement entendu parler de l'émission Drag Race. Donc en fait, c'est une compétition de drag queen. La France a sa propre émission, vu que France Télévisions a permis de mettre en avant cette émission. Et vraiment, je trouve ça génial parce que j'ai regardé qu'un épisode, mais j'ai vu pas mal d'extraits traîner sur Twitter, Insta, TikTok et tout. Et le fait de mettre en avant l'art que c'est, parce que c'est réellement un art, le drag, etc. Moi, je trouve ça génial parce que moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et cette émission est très très bien abordée parce que y a évidemment la partie show, extrêmement colorée, c'est du show à l'état pur. Et il y a aussi les moments plus de confession où tu vois les reines, parce que ce sont des, comme ça elles s'appellent des reines, parler de leur parcours. Donc il y a aussi vachement cette sensibilisation déjà, le fait de faire sur une chaîne comme je crois France 2, de mettre en avant ça, c'est déjà un pas énorme. C'est un rôle modèle énorme pour tout un tas de personnes qui sont consacrées par cette thématique, et en plus de sensibiliser par le biais du témoignage, mais c'est juste essentiel. Donc vraiment, moi j'ai fait un parallèle avec la communauté LGBT parce que c'est ce vers quoi je suis le plus concerné. Évidemment, c'est ceux qui me parlent le plus, mais il y a tellement de sujets, les rôles modèles, mais on peut décliner ça de 30 000 façons, mais sinon le podcast ferait 3 heures, et honnêtement, j'ai pas envie de vous perdre, et je suis pas James Cameron à réaliser le 30e volet du Titanic. Mais quelque chose qui m'a franchement passablement énervé et que j'ai trouvé énormément injuste, c'est notamment les polémiques qu'il y a pu avoir autour de rôle modèles. Enfin, pas de rôle modèle indirectement, mais la possibilité de faire de figure des rôles modèles qui a totalement choqué une partie de la population. Tout ce qui est lié notamment à l'ethnie, aux personnes racisées, et je pense notamment à 2 polémiques là, qui ont eu lieu ces dernières années. Notamment, c'était, je crois, en 2015, quand j'ai fait mes recherches, c'était en 2015, vis-à-vis de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, parce que Harry Potter, vous le savez, ou pas d'ailleurs, il y a 7 volets, et en fait J.K. Rowling a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Donc cette pièce de théâtre a été jouée en Angleterre. Je sais pas s'il y a une tournée internationale, sûrement à New York, mais bon, je pense que ça n'a jamais été décliné en français ou quoi, du moins, ou alors là j'ai vraiment loupé quelque chose. Mais en fait, l'actrice qui a incarné Hermione dans cette pièce en Angleterre était noire. Et jusque là, me direz-vous, qu'est-ce qui est anormal ? Énormément de gens se sont offusqués parce que c'était scandaleux. Parce que pourquoi faire de Hermione une personne noire alors que elle n'était pas à la base. Et justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est lorsqu'on pense à Hermione, on pense à Emma Watson. Donc Emma Watson qui est une personne blanche, sauf que en fait quand on lit Harry Potter, jamais il n'est précisé la couleur de peau d'Hermione. Jamais ça n'est précisé. Il me semble que Harry et Ron, oui, mais Hermione, ça n'a jamais été précisé. Et moi, ça m'avait tellement énervé déjà. Je trouve que c'est une forme de racisme, on peut le dire. Et surtout,
c'est vraiment s'offusquer, je trouve, pour un rien. Comme un peu la polémique qu'il y avait pu avoir il y a 2-3 ans avec le fait que l'actrice qui a incarné la petite sirène dans le live action de Disney soit noire aussi, et on fait de ça un sujet passablement important, alors que de fait je trouve que ça ne l'est pas, et justement je trouve ça dramatique d'en faire des combats comme ça et de s'offusquer, parce que ce qu'on voit peut-être pas forcément derrière, c'est que la représentation de personnes noires passant par le biais de figures comme Hermione, qui est quand même incontournable dans le monde d'Harry Potter et qui est connue mondialement et qui, je pense, a aidé et qui est peut-être un rôle modèle pour tout un tas d'enfants, peut-être d'ados et même, je sais pas, des adultes, et même la figure de la petite sirène. J'avais vu ces images, moi, qui m'avaient marqué, de plein d'enfants noirs ou métis ou afro-américains mais des étoiles qui brillaient dans les yeux, qui étaient ravis de voir à la télé, justement, une personne, enfin la petite sirène qui était comme eux. J'avais vu, il y a une petite fille qui disait «Oh mais elle a la même couleur de peau que moi». Et justement, c'est ça le but d'un rôle modèle, c'est de voir que tu peux être représenté, que ce que tu es est normal et que t'as pas à souffrir parce que tu apparais différent de la majorité, justement. Et au final, il faut vraiment se dire, mais purée, au fond, mais ça emmerde qui que Hermione Sanoir et la petite sirène, ça ne change strictement rien. Justement, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique. Et justement, je trouve que ces deux polémiques, et même tout ce dont j'ai pu parler dans le podcast, bah, ça illustre déjà l'importance que peuvent avoir les rôles modèles, et surtout, peut-être parfois la négligence, enfin le fait qu'on sous-estime vraiment leur importance. Parce qu'au final, on peut pas continuer sur ce chemin de non-représentation. On peut pas prétendre se battre contre les stéréotypes, on peut pas prétendre, je trouve, se battre contre les inégalités en ne faisant pas en sorte que justement ces minorités soient de plus en plus représentées, et justement permettre à ces enfants d'avoir des rôles modèles. Enfin, la figure de l'homme modèle est tellement important pour remédier d'une certaine façon aux inégalités. C'est pas le seul moyen, évidemment. Il y a un tas de choses à prétendre et je suis pas assez qualifié pour parler de ça, mais c'est un moyen parmi tant d'autres qui peut contribuer à, du moins, à sentir qu'on a le pouvoir et de sentir qu'on vaut quelque chose, justement, et que notre représentation est valide. Ah, ça m'a fait trop plaisir de parler de ce sujet, il me tenait vraiment vachement à cœur. Ce sujet me paraissait vraiment essentiel. J'ai peut-être oublié certaines choses, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast ou l'objet d'une discussion avec des invités. Qui sait, mais je suis vraiment ravi d'avoir adopté ce thème qui me tient énormément à cœur et dont on pourrait parler justement pendant des heures. Vous, sur le compte Instagram de Bienvenue au 14, n'hésitez pas à me dire un peu, vous, votre rapport au rôle modèle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué de rôle modèle, ou même quels sont vous, vos rôles modèles? Ce sera un plaisir d'en discuter avec vous, parce que je pense qu'il y a tellement de réponses dont on ne s'attend pas, justement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur l'application d'écoute, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à liker le podcast ou à mettre 5 étoiles par exemple sur Spotify. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur le compte Instagram de Bienvenue à 14. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Moi je vous laisse, je vais me préparer pour mon week-end d'intégration. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Encore une fois, bienvenue 14 les gars. Ciao.